Alors, le docteur Eyoum, c'est un médecin psychiatre. Et j'aime le dire, pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas rencontré dans ma vie des personnes qui sont aussi fascinées et passionnées par leur métier que lui. Donc, c'est un monsieur qu'on a du mal à rencontrer parce qu'effectivement, il est absolument pas du tout disponible. Et d'ailleurs, nous profitons de sa présence aujourd'hui parce que c'est son premier jour de congé. Ben oui. C'est son premier jour de congé. Voilà. Et donc, juste là, juste après, là, il prend la route pour Yaoundé parce qu'il ne vit pas à Douala. Oui. Malheureusement, il vit sur Yaoundé. Et voilà. Donc, ça a été très, très, très difficile de pouvoir caler cet instant. Et donc, je le remercie grandement pour cette confiance qu'il m'accorde à chaque fois d'avoir un médecin star comme ça avec nous. Waouh. C'est, en tout cas, j'ai dit que c'est notre Michel Simès à nous. Hein. Voilà, et puis c'est tout. Donc, j'ai dit que, et dorénavant, le coach, d'accord ou pas d'accord, sa maison est ABK Radio, dorénavant. Waouh. Voilà. Ce soir. Yeah. Yes. Merci. Voilà. Donc, alors, on va arrêter de lui cirer les pompes, hein, tout simplement. on va aller vivre dans le sujet. Mais s'il te plaît. Ouais, ne gâte pas mon introduction. Où sont mes papiers là, Cathy? Voilà. J'avais écrit une introduction quelque part. Voilà, j'ai retrouvé mon papier. Like he's serious. J'avais prévu de dire, mais c'est fou ce que les gens ne savent pas trop ce que c'est que la psychiatrie. C'est tout? C'est l'introduction? C'est tout. C'est tout ce que j'avais. Je vais arrêter de faire cette émission. Ça va plus. Alors, c'est quoi la psychiatrie, docteur? Alors, donc, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale, comme la gynécologie, comme la pédiatrie, comme la chirurgie, mais qui s'occupe essentiellement de 3 choses. La pensée des gens, ce que les gens pensent, comment les gens pensent, les émotions des gens, ça veut dire ce que les gens ressentent, un peu comme la joie, la peur, la colère, la tristesse, et puis le comportement des gens. C'est 3 choses. Donc, c'est la pensée, c'est les émotions et c'est le comportement. Alors, depuis que nous avons commencé et que nous t'avons introduit, je te connais très observateur, très regardant. Est-ce que rapidement, comme ça, tu peux tracer un peu le profil psychologique de chacun de nous 3? En disant que c'est trop rapide, en fait. Hein. Merci beaucoup. Voilà. À ma gauche, j'ai une fille qui a de la voix, qui s'appelle Cathy, qui est extrêmement énergique. Hein. Vous voyez bien que elle est toute calme comme ça aujourd'hui, mais ça se voit bien qu'elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'activité. Et voilà. Et puis en face, j'ai Didier qui est quelqu'un d'extrêmement rapide sur le plan intellectuel, extrêmement rapide, qui est extrêmement fort dans les allusions. Hein. Donc ce qu'on a voulu dire docteur, et les enchaînements. Est-ce que c'est un compliment? Et qui bosse également sur 3-4 choses à la fois. Hein. Il a 2 écrans devant lui, il a 2 tables de mixage, je sais pas comment il fait. Et puis il y a tout le monde qui entoure de 2 minutes lui souffler un truc à l'oreille. Et une autre, il a plein de bouts de papier devant lui. Mais il arrive à tout intégrer et à chuchoter aussi aux oreilles des autres. Et est-ce que je dois parler de Doris alors? Non. Alors, donc justement, voilà. Donc vous avez un petit peu compris ce que c'est que ce métier. Mais en parlant de Doris, justement, docteur, ce qu'on peut en dire en 30 secondes. Alors, en 30 secondes, ben, ça commence par Do. Donc, oui, voilà. Et on donne le La. Voilà, on donne le La du Do. Voilà. Ouais. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, mais je peux faire mes terres, hein, parce que je risque de. Mais écoutez, c'est un excellent journaliste que vous avez là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc là, je suis un peu, je suis corrompu là, parce que je la connais avant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un que je connais et qui a beaucoup de recul dans ce qu'elle fait et qui aime beaucoup son métier, qui n'arrive pas à s'en détacher, même quand le métier la fuit, ben c'est elle qui poursuit le métier, vous voyez, hein. Elle pourchasse le métier d'ailleurs. Et donc, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi, qui a de l'enchaînement, énormément d'enchaînement. Et qui a de la force qui a une très grosse mémoire et qui est donc capable de mixer ainsi plein de choses de son passé, de son présent et d'utiliser son expérience personnelle pour servir et aider ceux qui sont. Moi, j'en profite vraiment. Oui, vous êtes toutes les deux de très bons commerces, ça je vous le dis, à la suite du docteur Eyoum. Je vais dire mon ami personnel. Juste parce que ce que ça peut me rapporter, vous n'imaginez pas. On ne sait jamais. Alors, un jour, tu postes. Dans ce monde où désormais les rôles de la femme et de l'homme sont revisités, la fonction paternelle est-elle à géométrie variable? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, celui qui est sur le divan aujourd'hui. Hein. Ben voilà, très bien. Non, mais disons que tous les matins, j'essaye de poster un petit truc qui s'appelle EC Talks. Ici, c'est mes initiales, EC. Et donc, Talks comme les pensées.
un peu parce que je discute des choses que je vois tout le temps en consultation. Je reçois à peu près 4 à 6 000 personnes l'année à ma consultation. Ça donne quand même pas mal d'expérience, surtout quand on est con. On arrive à écouter et apprendre. Et donc, un jour, je me suis demandé, mais finalement, si on n'a plus besoin de nous, les hommes, pour puiser de l'eau, parce que l'eau maintenant coule à la maison, si on n'a plus besoin de nos muscles pour fendre du bois parce qu'il y a du gaz, et que les femmes travaillent désormais et qu'elles ont de l'argent, est-ce que vraiment on peut dire que l'homme ne sert plus à rien, que le père ne sert plus à rien, que le mari ne sert plus à rien? Et c'était ça la question de ce jour-là. Voilà. Donc, chaque matin, j'ai une question. Aujourd'hui, il y en avait une autre. Hier, il y en avait une. Et puis, ce jour-là, je ne sais plus quand, mais il y en avait une là sur le rôle de l'homme, en fait, dans l'espace de vie de la famille, de l'enfant, de l'épouse et tout ça. Alors, est-ce à dire que tu as constaté qu'effectivement, les rôles avaient changé avec l'évolution dans le temps Est-ce que l'homme parvient justement à se faire une place dans tout ça? Oui, en fait, le rôle ne peut que changer parce que la technologie est arrivée. Grâce à la technologie, les femmes peuvent désormais appartenir à l'espace public. C'est-à-dire qu'avant, les femmes étaient, entre guillemets, confinées à la maison parce que l'espace public était dangereux et nécessitait de la force. Parce que s'il fallait aller puiser de l'eau, il fallait avoir de la force. S'il fallait aller au champ, elles pouvaient que faire les travaux de la terre parce qu'il fallait grimper aux arbres, couper les arbres, voilà, et puis couper le bois, le ramener à la maison et tout. Il fallait du muscle. Aujourd'hui, la technologie est arrivée, donc nécessairement la fonction qu'on réservait à l'homme, elle va migrer un tout petit peu. Et puis il y a des choses qui se mettent en place de façon naturelle, qui nécessite effectivement, que l'homme réajuste sa position dans cet espace. Et puis, il y a eu, disons, entre les années 80 chez nous et les années 2000, une nette évolution de la position de la femme qui n'est plus seulement restée à la maison, qui a appris à se masculiniser, il faut le dire ainsi, à gagner de l'argent et à pouvoir occuper une partie de l'espace qu'occupaient nos papas à l'époque. Alors, il faut dire la vérité, la génération des hommes actuels, entre 35 et 45, 50 ans, se retrouvent un peu comme ça, en train de tourner en rond là-dedans, parce qu'ils n'ont pas appris à être des femmes à la maison, pour le mettre entre guillemets, mais ils sont restés des hommes et voient les femmes arriver sur leur terrain. Il faut avoir et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent en plus. Ils sont restés des hommes dans le sens machiste du terme. Exactement, effectivement, dans le sens machiste. Mais il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de couples que je reçois en consultation dans lesquels les femmes gagnent plus d'argent que leur mari. Et ça, il faut arriver à le discuter. On n'a pas appris à vivre avec des femmes qui gagnaient plus d'argent que les hommes. C'est encore les garçons sérieux qui disent je paye le taxi, je paye le resto, je paye tout ça. Alors comment on fait quand on a une épouse qui gagne 2 fois son salaire à soi, qu'on a déjà vécu 20 ans ensemble ou 10 ans ensemble? Pendant les 5 premières années, elle ne travaillait pas. Et les 5 années suivantes, elle a commencé à travailler. Et désormais, elle gagne plus que son mari. Qu'est-ce que le mari fait? Qui offre les cadeaux? Qui fait tout? Alors, par contre, la condition financière va se discuter. À un moment, la femme va se sentir un petit peu plus puissante que le mari si elle gagne un peu plus d'argent. Mais elle restera maternelle. Et là-dessus, ça ne se discute pas. Oui, c'est l'idéal en fait. C'est l'idéal parce qu'elle est seule à pouvoir le faire. L'homme va occuper une partie de cet espace maternel, mais ça devrait se faire. Mais il n'y a pas que l'argent qui va l'influencer. Parce que dans le milieu du travail, elle va grimper en responsabilité. Et on va lui dire d'être un bon chef de service. Ça veut dire quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui donne la direction, qui fait des plans d'action, qui sait frapper, qui sait filer des demandes d'explication entre 8h et 17h. Et tout le monde va lui dire d'être une très bonne épouse à l'africaine entre 17h et le matin. Donc, on va commencer à dire une très bonne mère. Voilà. Dans la fonction épouse, est-ce qu'on y met la fonction mère? On peut rajouter la fonction de mère, effectivement. Donc après, la question, c'est comment faire pour être le chef de service de 8h à 17h et ne pas changer sa personnalité d'épouse ou de mère entre 17h et le matin, ne pas se faire entendre dire, ne pas s'entendre dire plutôt tu as changé parce que tu gagnes désormais de l'argent. Depuis que tu as été nommé, tu te prends la tête et tout ça. C'est ça la vraie difficulté que les femmes rencontrent. Et ça arrive très souvent. Mais est-ce que c'est la constitution de la femme qui fait que elle ne peut pas s'envisager autrement qu'une mère à partir du moment où elle a un enfant? Alors, toutes n'ont pas déjà le même ressenti de leur rôle de mère. D'accord. Il faut le dire parce qu'elles n'ont pas. Alors, on arrive à la maternité avec son passé. Il y en a qui n'ont pas vraiment connu leur mère. Il y en a qui ont eu des mères qui étaient maltraitantes, il faut le dire. Il y en a qui ont perdu leur mère. Il y en a qui ont eu des mamans avec qui elles ne s'entendent plus. Et il y en a que la grossesse surprend. Il y en a qui ont prévu leur grossesse. Il y a beaucoup de tableaux qui arrivent à ça. Donc, on ne peut pas tout généraliser. Mais il faut dire que le fait d'avoir un enfant, effectivement, a un effet sur la biologie de la femme. Il y a même des études aujourd'hui qui montrent que les mamans dorment à un moment de façon synchrone avec les bébés dans leur ventre. Donc, il y a justement un ajustement mère-enfant qui va faire que quand elles auront accouché, qu'elles travaillent ou pas, il y a quelque chose en elles quand même qui va travailler à les retenir auprès de l'enfant.
C'est d'ailleurs pour ça que nos aïeux n'ont pas abandonné leurs enfants dans la forêt. Il y a un truc qui a été créé, qui nous a été installé, qui s'appelle l'amour, qui est une sorte d'addiction. C'est vraiment une sorte d'addiction à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est amoureux de son enfant. On l'aime tellement qu'on préfère dormir affamé et être sûr que son enfant a mangé. On préfère aller pieds nus, ne pas aller à l'école, mais prendre son argent de pension pour acheter un gâteau à la fille qu'on aime. On préfère ne pas manger et acheter une paire de chaussures au garçon qu'on aime au moment où on est amoureux. Regardez les amoureux au moment où leur amoureux arrive. Quand vous habitez la cité d'étudiants, quand l'amoureuse arrive, le gars ne se comporte plus de la même façon. Quand l'amoureux arrive, la fille va emprunter la paire de chaussures de la voisine et tout ça. Et on ne sait pas pourquoi ça dure à peu près 2 semaines, mais c'est un temps où elle finit par se surprendre à faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites. Donc on a la même chose entre la maman et l'enfant. Et heureusement que cette chose existe parce que rien n'aurait obligé un chimpanzé à rester auprès de son petit. Il y a juste cette chose qui est installée, qui nous oblige. C'est un peu comme l'appétit. L'appétit avec la nourriture. Et d'ailleurs, vous savez ce que l'appétit fait quand on mange. À un moment donné, quand on est plein, on a envie de vomir. On doit s'arrêter. Donc, il y a une boucle quelque part dans le cerveau qui règle toutes ces choses, qui nous permet effectivement de nous attacher et de nous détacher de façon adaptée. Et quand c'est inadapté, on a des blessures après, on a des deuils, on a des choses très difficiles. On peut devenir fou. Est-ce que le processus est le même pour les hommes? Le processus est le même pour les hommes, mais disons que, parce qu'on a la même constitution à vrai dire, il faut vous le dire. Mais le problème c'est, avant que la culture influence énormément, l'éducation aussi. Alors, à 13 ans, quand un garçon prend son téléphone et qu'il appelle sa maman et il lui dit « Maman, tu me manques », tous ses copains se moquent de lui. Les filles en premier, qui lui demandent s'il est une fille. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il va pleurer au football parce qu'on l'a bousculé et qu'il est tombé, qu'il pleure, sa maman va lui dire, mais un garçon ne pleure pas. Tout à fait. Ça se sait. On est et africain. si elle n'ajoute pas un peu d'ailleurs. Voilà. Il va prendre une gifle s'il s'amuse parce qu'il fait honte à la tribu des garçons. Voilà. Alors ça, après, à 25-30 ans, il ne sait plus dire je t'aime, il ne sait plus dire tu me manques. Ça devient difficile parce que c'est rabaissant pour lui. Pourquoi vous attendez qu'il aime un enfant comme une femme va le faire? Et puis la deuxième chose, c'est que sur le plan biologique, les femmes portent quand même les enfants au sein de leur corps. Et 90% des femmes que vous interrogez après l'accouchement vous disent « Quand j'ai accouché, dans les premières minutes, j'ai ressenti comme si c'était une partie de mon corps. J'ai ressenti ça. » Donc, les gynécos, les sages-femmes savent souvent que quand ils terminent l'accouchement, ils habillent l'enfant et ils le posent sur le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, nos ancêtres avaient découvert une technique. Ils faisaient après l'accouchement de petits massages qui permettaient aux femmes de réajuster l'image mentale qu'elles avaient d'elles-mêmes. Vous savez, quand vous avez pris du poids, que votre ventre a gonflé, au marché, quand vous regardez les vêtements, vous savez bien choisir ce qui vous vont. Et ce qui s'installait en 9 mois, qu'on appelle la grossesse, il vous quitte en 4 heures de temps. Il faut que vous arriviez à corriger le ressenti de l'image que vous avez intégrée dans le cerveau. Comme un ordinateur qui sait qu'on a déconnecté, le périphérique USB qui était connecté avant. Donc le massage permettait, avec les impulsions qui remontaient au cerveau, de ressentir que le corps a de nouveau changé et qu'on a plus besoin d'esquiver les sièges quand on passe. Mais vous avez arrêté ça pourquoi, Doris? Je ne comprends même pas. Le massage, les choses qui marchaient comme ça, vous avez arrêté ça. Voilà. Arrête. Le massage, il faut revenir au massage, docteur. Non, mais les femmes, on le fait le massage. On le fait. Avec le le ballet traditionnel. Ah bon? Oui. Bon, ça va. Il a Et on peut-être tape été comme perverti ça, aussi un peu. on tape. Il a peut-être été un peu perverti aussi parce que on n'a pas nécessairement la vision qu'avaient les anciens. C'est comme donner du paracétamol quand on sait pourquoi et le donner quand on ne sait pas pourquoi. Donc je termine rapidement là-dessus en disant que effectivement, donc, la femme qui porte le bébé dans son corps, mais il n'est que normal qu'elle ressente le bébé différemment de l'homme qui va voir le bébé à distance comme si c'était au film et qui regarde le bébé comme celui qui a gâté le corps de sa femme, comme celui qui prend sa place dans le lit conjugal, comme celui qui en plus va s'accrocher à l'allaitement maternel. Et je ne vous dis pas pourquoi ça dérange les hommes, vous pouvez imaginer. Ah, ça voilà. Moi je ne sais pas. Il n'y a qu'un homme qui ne sait pas, d'accord, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il peut arriver des moments où l'homme est vraiment jaloux de son enfant? Alors, jaloux, oui, peut-être, mais moi, je vais utiliser le mot. Il lui en veut parfois. Ça, c'est la vérité, effectivement. Parce que il y a des hommes qui dépriment même après les accouchements de leur femme. Et tous les hommes savent que les enfants sont arrivés et ils ont déstabilisé le corps de leur femme. C'est clair. Il faut avouer, on n'ose pas le dire par pudeur, mais en partie, le lien de mariage se fait aussi sur la beauté de la femme, son corps. Donc après, il est un peu déstabilisé par les accouchements. Le deuxième, le troisième déstabilise encore plus que le premier.
Donc les hommes savent bien voir ça et ça peut faire mal. Voilà. Alors j'aime bien ce geste que tu as décrit tout à l'heure, celui de poser le bébé sur la poitrine, le ventre de la maman pour qu'il y ait cet échange chaleureux entre les deux. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à avoir des véritables connexions physiques, bien qu'ils avaient quelque chose qui se passait déjà entre eux auparavant. Mais alors on constate de plus en plus, et ça bon, quand je regarde certaines émissions à l'étranger, que cette pratique-là c'est aussi rendue chez l'homme. C'est-à-dire que tout de suite après, et des fois même on commence par l'homme avant de poser le bébé chez la femme. Est-ce que c'est justement pour créer ce lien-là? Oui, alors ça crée déjà un lien physique. Et d'ailleurs, il y a des méthodes aujourd'hui, comme la méthode kangourou, qui sont vraiment inspirées de ça. Donc ce contact a un lien physique, effectivement, pour les deux, parce que la maman et même, disons, le papa apprend aussi qui est son enfant. Et il y a des choses dont nous ne sommes pas encore conscients aujourd'hui. Cette question des phéromones, des odeurs que nous dégageons, des choses naturelles. C'est comme ça que les fourmis se déplacent. Elles se déplacent en déposant des odeurs. Donc effectivement, il y a un échange sensoriel qui est très poussé, qui va permettre qu'il y ait une fusion qui se crée entre les deux, entre le père et son fils, entre la maman et son fils, en fait. Oui, effectivement. Alors, on suppose qu'à ce moment-là, ça n'a pas eu lieu. Comment est-ce que la fonction paternelle peut donc s'exprimer si, donc comme c'est fait dans notre société, si cette espèce d'échange, cette espèce de fusion avec l'enfant n'a pas eu lieu dès la naissance? Oui, mais la fonction paternelle, elle, c'est une fonction qui a toujours été là et qui sera toujours là. Le père, c'est l'autre. L'autre, c'est le père. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que alors oui, là je fais le psychanalyste, j'essaye de faire le philosophe qui complique tout, mais vous allez rapidement comprendre. Non, on va retomber sur nos pieds. Vous avez le mot pour rendre les choses plus faciles. Voilà. Merci. Donc en fait, la mère est piégée par son amour pour son enfant. La mère est piégée par son amour. Elle porte cette tête au fond de son corps, dans son ventre. C'est quand même quelque chose qui est, alors on va dire en français, dans ses tripes. Le père, c'est l'autre. C'est celui qui vient séparer la mère de son enfant. C'est ça la fonction paternelle. S'il n'y aurait pas eu de père, que les enfants seraient peut-être restés au sein toute la vie. Que les enfants seraient peut-être restés dans la chambre de leur maman. Un enfant de 6 ans, à qui sa maman dit, à qui demande à sa maman, maman, je vais venir dormir avec toi dans ton lit. La maman qui l'aime, la maman qui l'aime et qui est gentille, va accepter effectivement Doris. Elle va accepter, et si elle ne peut pas accepter, elle devient maman ambivalente à des moments. Parce qu'elle a l'air gentille, mais après elle a l'air méchante, la même maman. Non, il vaut mieux qu'il y ait un petit méchant à côté, qui est le papa, qui arrive et qui dit, toi, tu vas dans ta chambre. Le père est le séparateur. Mais en plus, à des moments, cet amour-là peut se muer en une avalanche émotionnelle qui fait que la maman est déçue et fâchée par son enfant, donc va devenir un peu brutale. Et le père qui a la tempérance va arriver et va essayer de calmer la situation, parler à la mère, parler à l'enfant. Le père, c'est l'autre. C'est celui qui vient dans cette interaction du cordon ombilical, couper le cordon et aider à structurer la relation entre la mère et l'enfant. Et à quel moment est-ce qu'il crée la relation avec son enfant ? Parce que voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu détaché. Et puis des fois, donc les femmes, nous avons cette responsabilité de veiller à ce que le lien se fasse et se crée réellement entre le père et son enfant. Que ce soit un enfant garçon, alors on n'est pas encore entré dans garçon ou fille, oui. Mais que alors on s'imagine ça un petit peu comme un triangle. Donc il y a la maman, il y a le papa, effectivement, puis il y a l'enfant. C'est un triangle, oui. Voilà. Donc il y a, et puis nous, dans notre rôle de femme, on aime à se sentir responsable de cette relation-là. Oui, mais il faut dire que la mère présente l'enfant au père, parce que l'enfant ne connaît pas son père. L'enfant sait juste qu'un matin, il sent qu'il a plus froid, il n'est plus là où il était, il n'est plus dans le ventre, et puis il sent juste un malaise, il commence à s'agiter, il gigote parce qu'il sent un malaise, et quelqu'un a déjà la solution, c'est le sein qu'on lui met à la bouche. Il sent qu'il a un malaise, c'est ses couches qu'on a changées, il sent qu'il a un malaise, on l'a changé, on l'a ventilé, et puis un matin, cette personne, il recroise son regard, c'est la mère. Et puis, il va fusionner donc avec la mère. Et au bout d'un temps, il y a quelqu'un qui commence à rentrer dans l'espace. Et quand cette personne arrive, la mère est instable. La mère semble le déposer, le néglige, même à la limite parfois. Ou alors commence à modifier sa façon de se comporter. L'enfant comprend qu'il y a une force extérieure qui va influencer sa mère. La mère maintenant peut valider ou pas cette force extérieure. Et c'est la validation de la mère qui est en fait l'objet nourricier, l'aliment vivant de l'enfant, qui va faire du père celui qui a maintenant la force et la puissance. Et c'est donc dans cette interaction que l'enfant va finir par se
dire quelle est ma vraie place entre ces deux. Déjà, quelle est la relation qui les lie et l'autre, qui il est. Et vu comment la maman le regarde, quand l'enfant a 1 an ou 2 ans, ben l'enfant comprend que l'autre, il est super important, il faut peut-être le respecter, c'est peut-être lui qui amène la force ici, et c'est peut-être, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se structure progressivement, qui va aller jusqu'à l'adolescence, quand l'enfant va commencer à faire justement, à avoir ses petites difficultés avec ses propres émotions, et qu'il va falloir moduler la gestion émotionnelle. Donc, en fait, c'est ça. La mère va présenter. Donc, du coup, cette présentation, c'est pas un truc qui se passe un matin où elle dit « Ah, mon fils, voilà ton père ». Non, il comprendra pas. Mais c'est quelque chose qui s'installe progressivement sur les années et qui fait que l'enfant finit par dire « Ah, ben, celui-là, c'est celui qui est validé et c'est celui pour qui je dois m'éloigner de maman de temps en temps parce que lui, il a plus d'importance aux yeux de maman que moi, mais je suis tout aussi important que lui. » Voilà, donc c'est un petit jeu de distance qui va se faire. Voilà, donc là tout à l'heure on voyait la situation de l'enfant avec papa et maman et puis petit à petit on s'achemine vers cette situation de papa avec l'enfant tout seul. Comment est-ce que cette fonction-là s'articule à partir de ce moment où il n'y a plus la maman qui joue un petit peu insidieusement de son on va dire son rôle de rappeler à son enfant que le voilà et lui de dire ah donc c'est toi. Alors comment à partir de ce moment-là ils construisent leur relation? Oui, mais il faut dire, Doris, que c'est difficile qu'il n'y ait pas la maman. Hein. Ça, j'accepte cette question, mais c'est vraiment difficile qu'il n'y ait pas la maman parce que la question de tous les enfants, vous la connaissez, c'est « je viens d'où » Papa, maman, avant d'être ici, j'étais d'abord où? Ouais. Donc maman est toujours là quelque part dans la tête. Maman, c'est un peu... Alors, c'est pas toujours celle qui accouche, hein. Maman, c'est celle qui te materne, c'est celle qui te porte, c'est celle qui te nourrit, c'est celle qui prend soin de toi. Caregiving. Celle qui prend soin de toi, c'est elle, maman. Et papa, très souvent, c'est celui qui vient poser les limites, poser le cadre, donner la sécurité, introduire un peu de force, introduire des choses comme ça. Donc papa va arriver avec des choses plus concrètes, plus matérielles, plus externes, et maman va venir s'occuper souvent de choses internes, la douleur qu'on ressent, la digestion qui ne marche pas, le ressenti qu'on a. La maman va souvent demander, ça t'a fait mal, qu'est-ce que tu as? Et papa va arriver aussi là-dessus souvent. Mais la réponse qu'on donne à papa ou la conversation qu'on va choisir d'avoir avec papa quand on a 13 ans, c'est pas vraiment la conversation qu'on a avec maman. Alors, pour cette question, Doris, ben, si papa est seul, cette fonction va représenter souvent la question de vers où on va, qu'est-ce que tu recherches, comment tu veux faire. Et souvent, les papas se présentent comme des leaders, comme des super-héros souvent, comme des conquistadors, des gens qui tiennent l'admiration des enfants. Oui. Et souvent, ça permet aux enfants de devoir monter en puissance pour essayer de dépasser le papa. Et il est important d'entretenir chez l'enfant l'idée qu'il peut dépasser. Lui montrer où on est et lui montrer qu'il peut dépasser, c'est important. Et d'ailleurs, les parents, souvent, l'occasion de dire, moi, ça m'est arrivé, je dis à mon fils tout le temps, je lui dis, je veux que tu fasses beaucoup mieux que moi. Voilà. Je veux que tu ailles beaucoup plus loin que je n'ai pu aller. C'est ça, c'est très bien. C'est très bien, Didier. Oui. Et il faut même lui dire que tu sais qu'il est capable de te dépasser. Oui. Parce que j'ai eu un enfant à ma consultation qui m'a dit, mais docteur, mon premier grand frère est ingénieur. Mon deuxième grand frère est cardiologue. Mon troisième grand frère est journaliste à ABK. Oui. Moi, j'ai raté le bac une fois. Il vaut mieux que je me suicide. Non. Parce que c'est dur. Ils sont trop forts dans ma famille. Comment je vais m'en sortir? Oui. Et là, le papa doit agir. Le papa doit agir. Oui. C'est-à-dire que c'est important souvent. Alors, il y en a un autre qui m'a dit, mais mon père est propriétaire d'une chaîne de supermarchés. Oui. Qu'est-ce que je peux lui offrir qu'il ne connaît pas? C'est très dur d'avoir des papas qui ont trop réussi, qui sont trop forts. Oui. Donc nous qui avons la chance d'être au-dessus de la moyenne, c'est important de leur dire, je veux que tu me dépasses, tu es capable de le faire. Ça, c'est des mots, au village on disait que ça bénit l'enfant. Et effectivement, en tant que psychiatre, je pense que ça bénit la force et l'intelligence de l'enfant. Ça c'est vrai. Il va y croire. Oui. Parce que ça vient de son père. Ça vient de son père. Et son père est d'abord son exemple, son modèle. Voilà. Écoutez, vous échouez devant vos amis. Si votre père vous dit que vous avez réussi, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, c'est clair. Oh, docteur Youm. Donc la fonction du papa est très importante. Très importante. N'ayez pas peur d'être papa, comme le dit d'ailleurs Damso dans la chanson qu'on écoute en Fonçonnant. On en écoutera d'autres d'ailleurs. Voilà, donc sa fonction est très importante, mais à l'inverse, quel est l'impact de son absence? Ah oui, ça c'est très important parce que les mamans seules, on en voit un peu partout. Eh bien, c'est difficile parce que souvent ça déstabilise la maman qui n'a pas l'autre pour arriver à jouer le contrepoids. L'autre, hein. J'ai bien dit que le père était l'autre. C'est l'autre, oui. L'autre, il est important. Il faut toujours l'antithèse.
thèse, antithèse, synthèse. Il faut toujours l'antithèse. Il faut toujours quelqu'un qui va venir faire la médiation entre l'adolescent de 14 ans qui casse les pieds à sa maman et la maman dont les émotions sont instables. Et on sait de nos femmes souvent que malgré toute leur intelligence, et je leur reconnais une très grande intelligence, les femmes, elles ont quand même une difficulté dans l'estime de soi souvent, et souvent dans l'assurance. Elles ont souvent besoin d'être assurées et même réassurées. Donc souvent c'est la fonction du père. Donc l'absence du père au niveau de la maman va déjà créer cette insécurité. L'enfant lit l'insécurité. Et au niveau de l'enfant, ça fait souvent le vide. Alors on a vu que les enfants, une bonne partie des enfants dont le père n'a pas été là en début d'adolescence, je dis l'âge de 11, 12, 13 ans, terminent parfois dans ce qu'on appelle les personnalités antisociales. C'est-à-dire qui terminent dans la cigarette, dans le cannabis, le banga, le gay, dans la taille, et dans des choses comme ça, dans la rue, et ils décrochent. Et c'est là souvent, autour de la classe de 4e, 3e, c'est là qu'ils commencent à être de véritables difficultés pour leur maman. Parce que le père... Alors, le père peut être là physiquement, mais symboliquement absent. Cette question de Doris, là. Tout à fait. Oui, Il n'est ça, pas, c'est très vrai. et il peut être absent physiquement, mais présent symboliquement. C'est-à-dire qu'il est en France, mais il appelle tous les jours, et il donne des idées, il envoie des mails. Et juste pour terminer, au village, souvent, quand le père était absent, on le trouvait un père de substitution. Oui, oui. Ben c'est ça. Il faut qu'on raconte ça. Moi, j'aime beaucoup mon village. J'aime beaucoup les villages. Les Africains avaient 5000 ans d'avance, je vous le dis. Vous allez revenir. Ce sujet-là, merci. Vous et moi, Doris et Cathy vont sortir. Voilà. Parler de ça. Un père de substitution, je ça tous les jours. Un père de substitution. Si tu n'es pas là, il faut qu'on t'aide. Non, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il dit? Non, c'est pas dans ce sens-là. J'avais pas vu ça venir. J'avais pas bien compris. Bon, ça va. Ah, ok, ça va. Bon, c'est bon. Excusez-moi. Excusez l'erreur, non? Qu'est-ce que je vais faire? Et sur notre page Facebook, n'oubliez pas, les amis, il est possible de nous avoir sur Facebook, ABK Radio officiel. Il y a Jeanne d'Arc Mboué qui a réagi à la publication en rapport avec votre venue ici, Dr Eyoum. Et Jeanne d'Arc Mboué qui nous dit, étant donné que la femme est la mère de l'humanité, bien qu'il y a certaines femmes irresponsables, je dirais qu'une femme célibataire est préférable à un père seul, car la femme a ce don naturel de prendre bien soin des enfants. Mais comme il y a des règles, il n'y a pas de règles sans exception, pardon, il y a aussi quelques minables hommes, tu exagères un peu, ma soeur, qui peuvent jouer ce rôle de femme malgré le fait que ce ne soit pas facile pour eux. Oui, mais c'est parce que les femmes ont été éduquées à ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut pour s'occuper d'un enfant? Bien sûr, de l'affection qu'elles ont, mais de savoir faire la cuisine, de savoir les habiller, de savoir prendre du temps, d'être... Alors, on entraîne un homme, il le ferait. Avouons que quand même dans l'éducation des garçons, c'est des modules, pour parler ainsi, qui ne sont pas nécessairement intégrés. Voilà, c'est ça qui fait la petite difficulté. Mais bon, maintenant que tout s'apprend, que tout s'enseigne, on peut espérer qu'un jour, il y ait des hommes qui peuvent dire, comme on voit bien en Occident, je vais rester à la maison un peu plus parce que je suis dans les affaires, puisque mon épouse a été nommée déléguée régionale ou ministre, ben, je vais l'accompagner dans son poste en m'occupant des enfants. Peut-être que ça Docteur Eyoum, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Pour les hommes, justement, qui ont perdu, par exemple, leur femme, comment ça se passe avec les enfants? Étant donné que cette maman qui se veut être la courroie de transition, de protection n'est pas là, généralement, ça coince un peu entre les papas et les enfants. Comment est-ce que ces hommes-là peuvent s'y prendre? J'en vois beaucoup qui sont en difficulté. J'en ai vu, je m'en rappelle 2 ou 3 qui sont vraiment en difficulté parce que les épouses sont décédées et ils essayent de tenir tant bien que mal la barque. C'est difficile, mais très souvent, les familles trouvent des mécanismes. Souvent, il y a la sœur, la cousine qui vient aider. Parfois, il y a une ménagère qui vient juste faire la cuisine et tout. Et il y a 3-4 enfants. J'en connais un d'ailleurs qui a exigé là récemment de récupérer ses enfants. Il travaille sur Douala et ses enfants étaient chez sa sœur, mais il a dit je vais les récupérer, je vais trouver des solutions. Souvent au nom de l'amour qu'on a pour son épouse. La parentalité va devoir trouver, pour son conjoint, je veux dire, va devoir trouver des réponses. Souvent, on ne laisse pas les enfants partir parce qu'on a besoin soi-même de donner quelque chose. Parfois aussi, on est obligé de faire du placement, du confiage, et ensuite faire des visites de façon périodique aux enfants. Et d'ailleurs, pour terminer dessus, quand il faut introduire une autre maman, parce qu'il peut arriver que le monsieur décide de se remarier, donc l'introduction de la maman va nécessiter quand même tout un apprentissage au niveau des enfants qui ont quand même, surtout pour les aînés, souvent gardé l'image de la maman qui est partie et ont l'impression que l'autre qui vient, tous les défauts qu'elle a, ce sera parce qu'elle ne les aime pas, parce qu'il y a de nouveaux enfants qui vont venir peut-être et tout. C'est de grosses discussions à pouvoir avoir un jour, oui. Didier, je te sens mais particulièrement très concerné par cette question. On n'a pas dit qu'on parlerait de moi. Si vous voulez que je parle, vous me payez d'abord. Non, mais vas-y. Non, mais sérieusement, il m'arrive très peu de prendre un air grave quand je parle, mais la question de Cathy
elle me parle à moi parce que je pourrais faire partie de vos milliers de consultés, comme qui dirait. Que, bon, voilà, j'aurais peut-être une expérience différente de celle des autres, mais effectivement, en parlant de la mienne d'expérience en quelques secondes, j'ai été séparé de mes enfants, bien sûr, après le décès de leur, mes deux aînés, oui. Après le décès de leur maman, mais après je sentais qu'il y avait un vide, j'étais pas, enfin, oui. Il y avait quelque chose qui me manquait. Mais c'est parce que vous êtes responsable, oui, c'est bien. Qui me manquait viscéralement, et j'ai envie de dire que je crois que c'est quelque chose qui arrive à tous les hommes, même dits irresponsables, qui ne sont pas avec leurs enfants. Il arrive qu'on y pense, qu'on ait envie d'être avec eux. C'est vrai. Mais après les contingences de la vie font que on ne puisse pas, Je ne défends pas les hommes irresponsables, c'est vrai. Mais je dis il y a rien de mieux que d'être avec ces enfants-là. C'est clair. Et c'est pas tous les jours facile, ça je le confesse. C'est vraiment. Il m'est arrivé des jours, j'ai eu envie de dire à Alan, je crois qu'il faut que je vous place, voilà. Que je vive seul. Mais après, c'est parce que ça peut être dur quand on, voilà. Mais c'est très très beau et j'exhorte tous les parents, tous les papas qui ont peut-être perdu leur compagne, leur femme, tout ce qu'on veut, à essayer de vivre avec les enfants parce que c'est une expérience. On donne quelque chose. On donne quelque chose, on se sent utile, quoi. Docteur Youm, comment vous dire merci sans que cela c'est moi qui dis merci. Et puis c'est la psychiatrie qui vous dit merci, la santé mentale, qui est le domaine le plus en retard de toute la médecine, mais dont tout le monde a besoin. Tout le monde a eu besoin dans les 12 derniers mois ici, a vraiment eu besoin de rencontrer un psy. Même si on a échappé, c'est parce que nos familles ont des mécanismes pour rattraper, c'est parce que Dieu nous a installé des mécanismes pour rattraper. Je souhaite à tout le monde une très bonne santé mentale pour les 12 prochains mois. Docteur, est-ce qu'il y en a un dans ce studio qui va falloir piquer? Évidemment que oui. Ouais, mais tout le monde l'a dit, toi. Vous n'avez pas dit une. Ça m'aurait plus inspiré. Ah, d'accord. Doris, il va falloir qu'on te pique. Ah non, moi j'ai été piqué depuis longtemps. Donc franchement, merci beaucoup, Doc. Bisous.